Je vous propose de commencer cette session. Bonjour à toutes et à tous. Madame le professeur Dominique Kerouédan a eu la gentillesse de me demander de présider cette session de ce colloque qui a commencé hier et qui cet après-midi est consacrée à la situation des populations en Syrie et en particulier la question des soins en danger. Alors, en tant que directeur général de l'organisation Médecins du Monde, je tiens ici à la remercier chaleureusement, à la fois pour son initiative et son invitation, ainsi que les équipes du Collège de France. Le conflit en Syrie nous apporte chaque jour son cortège de témoignages sur les violences contre les populations civiles et les privations dont elles font l'objet. La situation est tout simplement insoutenable, tout comme les images diffusées, notamment par les réseaux sociaux, ou les témoignages rapportés par les journalistes qui tentent, malgré les risques, de témoigner du sort réservé aux civils. Permettez-moi ici de rappeler l'enlèvement de notre confrère, le grand reporter Didier François, et du photographe qui l'accompagnait alors qu'ils faisaient leur travail, et dont on est sans nouvelles depuis plusieurs semaines, en espérant qu'ils soient rapidement libres, tout comme plusieurs travailleurs humanitaires étrangers de différentes nationalités pris en otage ces derniers mois. Les récits recueillis auprès des réfugiés syriens et des militants des droits de l'homme suffisent à prendre conscience de l'ignominie de cette tragédie. Exécutions sommaires, population prise en otage et bombardée, personnel soignant arrêté, torturé, exécuté, et j'en passe. Plus de 90 000 morts et plus de 2 millions de réfugiés, sans parler des personnes déplacées en masse dans leur propre pays. Pas de refuge pour se protéger, une lutte pour la survie quotidienne. Lakhdar Brahimi, médiateur de l'ONU, parlait en février dernier de l'enfer quand les médias lui demandaient de qualifier le conflit. La Syrie, c'est un conflit asymétrique, avec un gouvernement qui utilise la terreur comme arme de guerre et d'oppression pour abattre une révolution lancée dans les rues du pays comme un affront au régime de Damas. Sa violence est sans limite. Mais c'est aussi un conflit qui, avec le temps, se régionalise, se radicalise, avec des acteurs armés multiples et aussi des crimes de guerre commis par les uns et par les autres. Comment est-il possible de bafouer à ce point les droits humains et le droit humanitaire international ? Comment, dans de telles conditions, croire qu'il est possible d'acheminer et de distribuer l'aide humanitaire de façon impartiale, alors que selon les endroits et selon les destinataires, elle est même considérée comme une manifestation d'opposition et traitée comme telle. Face aux limites posées aux secouristes étrangers pour aider les civils et pour répondre aux dégradations continues de leurs conditions de vie, comment s'organisent les Syriens dans les zones affectées par le conflit ? Si l'acte de soigner est devenu un crime, respecter le principe de neutralité et d'impartialité, si cher aux organisations humanitaires, n'est-il pas tout simplement devenu vain ? C'est bien une question fondamentale alors que l'action humanitaire se retrouve piégée. Agiter le drapeau humanitaire pour faciliter l'accès aux victimes de conflits, on en a parlé ce matin, a-t-il un sens ? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres dilemmes posés aux acteurs de la société civile, aux personnels médicaux et aux organisations de secours, cette session sera articulée autour de plusieurs présentations que j'imagine complémentaires, nous permettant, je l'espère, d'appréhender différentes perspectives et des points de vue. D'abord, la parole sera donnée à Madame Basma Kodmani, directrice de l'Initiative arabe de réforme, un consortium d'instituts de recherche du monde arabe travaillant en partenariat avec des instituts européens et américains sur les questions de réforme et de transition démocratique dans le monde arabe. Maître de conférence à l'université Paris 1, Sorbonne et Marne-la-Vallée, elle a pris une part active à la fondation du Conseil national syrien en 2011, dont elle a intégré le comité exécutif. Son intervention sera consacrée au réseau d'aides locaux à l'intérieur de la Syrie et cette société civile qui s'organise en dehors de l'État pour faire face aux conséquences humaines de la guerre. Je la cite, « Devant l'exigence de transparence qu'on leur impose, les Syriens seraient en droit de demander des comptes à la communauté internationale sur la répartition et la distribution des fonds déclarés et alloués à la Syrie. » Philippe Riefmann, qui est déjà intervenu ce matin, interviendra ensuite. Il est, lui, professeur et chercheur associé au département de sciences politiques au Centre européen de sociologie
de la Sorbonne, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il a publié autour des questions syriennes plusieurs tribunes, notamment une dans Le Monde du 30 janvier 2013, « Les Syriens ne peuvent plus attendre ». Son intervention sera centrée sur les responsabilités des acteurs de l'aide humanitaire internationale vis-à-vis de la population civile syrienne. Je le cite, « Le degré de l'aide n'est absolument pas rehaussé comme il le devrait. Cette situation est inacceptable et la population syrienne, à l'intérieur comme à l'extérieur, ne peut plus attendre encore des décisions systématiquement retardées. » Nous aurons ensuite l'intervention et le témoignage de terrain du docteur syrien Claude Chamy, qui nous rejoindra, puis le docteur Éric Chevalier, ambassadeur de France en Syrie, mais surtout, permettez-moi, ambassadeur de guerre, diplomate de terrain, selon les propos du journal du dimanche en septembre dernier, donnera pour sa part son point de vue et celui du ministère des Affaires étrangères dans cette phase si particulière de la crise, alors que la France, soutenue désormais par les USA, souligne avec la découverte de l'usage d'armes chimiques que la ligne rouge est franchie, sans que l'on sache toujours réellement encore ce que cela veut pratiquement dire. Il nous parlera plus particulièrement des médecins libres de Syrie, victimes et héros au cœur du conflit. Avant de leur donner la parole, permettez-moi plusieurs remarques. Disons d'abord que l'aide humanitaire n'est pas absente de ce conflit. Elle est d'abord mise en œuvre par les Syriens eux-mêmes, qui s'organisent au travers de réseaux de proximité, familiaux, confessionnels, communautaires, pour faire face aux conséquences des violences. Nous en parlerons. Ensuite, on peut s'en douter, dans un tel contexte d'intervention, l'assistance internationale officielle, celle déployée via Damas par les Nations Unies, le Comité international de la Croix-Rouge, en lien avec le Croissant-Rouge syrien, et certaines ONG, se retrouvent contrôlées et manipulées par le régime pour servir ses intérêts, peu importe qu'elles soient nécessaires. Mais en Syrie, à ce stade du conflit, assister et soigner toutes les victimes sans discrimination, ce qu'on dit souvent dans ce type de situation, est une gageure dans un contexte particulièrement répressif, pour ne pas dire machiavélique. Il faut reconnaître cette réalité pour se rendre compte des défis qui sont devant nous. Le débat sur comment rétablir l'équilibre de l'assistance humanitaire, notamment dans les zones contrôlées par les insurgés, est lui tout aussi important, car il permet cette fois-ci de mettre à jour un double discours, celui de la communauté des États influents de la scène internationale, qui se revendiquent bien souvent les amis de la Syrie. Ils réclament la fin du conflit, et pour certains, le départ du dictateur meurtrier, pourraient demain armer l'opposition, mais dans le même temps se refusent à soutenir l'acheminement massif des secours dans les zones dites libérées ou en voie de l'être, de peur de ne pas pouvoir contrôler sa destination ou que l'aide soit manipulée par les groupes armés, cette fois-ci de l'opposition, notamment les plus extrémistes. Ce qui serait acceptable à Damas ne le serait pas ailleurs dans le pays. Ceci dit, reconnaissant que si la dégradation des conditions de survie est tragique, ce n'est pas un simple rééquilibrage de l'aide qui mettra terme aux souffrances des Syriens. Nous l'avons appris à nos dépens à Médecins du Monde ces derniers mois. Dès le début des violences, alors que Médecins du Monde était présent de longue date dans la région d'Alep, le gouvernement syrien a refusé de renouveler nos autorisations de séjour. Nous étions donc condamnés à intervenir hors de Syrie, ce que nous faisons depuis près de 2 ans, dans les pays limitrophes, en Jordanie, au Liban et en Turquie, prenant ici en charge des réfugiés fuyant les violences, appuyant là un centre de rééducation pour les blessés, mis en place par un réseau de médecins syriens, ou des postes de santé, soignant des familles traumatisées. Mais cela reste insuffisant, puisque la majorité des populations sous le feu sont en Syrie. Alors très vite, nous avons soutenu des médecins syriens, des civils, qui sont venus à nous et qui, clandestinement, organisent des secours aux blessés, aux malades, comme ils le peuvent. Des médecins de la diaspora, mais pas uniquement. Ces confrères risquent leur vie quotidiennement, se cachent pour soigner dans des centres de santé souvent clandestins. Nous leur fournissons, aux côtés de l'aide déployée par nos collègues, notamment de Médecins sans frontières, des médicaments, du matériel de soins et de chirurgie, du matériel de première nécessité. À côté des blessures de guerre, d'autres pathologies doivent aussi être traitées en faveur des femmes enceintes, des jeunes enfants déplacés, sans oublier les maladies chroniques. Un travail de fourmi dans un océan de besoins.
Certains bailleurs, pas tous étatiques, se sont refusés pendant de longs mois à financer ces actions menées directement par des confrères syriens, par peur d'être accusés d'ingérence ou faute de leur faire confiance. Ce sont donc des fonds privés de l'association que nous mobilisons et qui permettent de soutenir, entre guillemets, ces héros ordinaires avec qui nous avons tissé des relations de travail et de confiance. Alors que la situation dans le nord du pays rendait possible des séjours dans les zones échappant au contrôle de Damas, nous avons franchi la frontière, ponctuellement, pour appuyer des centres de soins dans des camps de déplacés mis en place en Syrie même, sans que les déplacés puissent aller plus loin. Des infirmières et des médecins syriens y assurent des consultations avec notre aide, dans des conditions difficiles, parfois victimes d'intimidation, d'enlèvement, comme certains secouristes étrangers d'ailleurs. À défaut d'être présents de façon continue sur le terrain et de nous rendre à Alep ou à Homs, nous y faisons parvenir des médicaments. Mais face à cette tragédie et son lot quotidien de morts et de blessés, et alors aussi que les rapports de force sur le terrain sont fragiles et changent vite, alors que les conditions de sécurité se dégradent, nous ne pouvons toujours pas nous satisfaire des actions que nous avons lancées. C'est pourquoi il est aussi important de témoigner de ce que nous vivons, de ce que nous voyons, de ce que nous entendons. En juillet dernier, nous avons diffusé un appel, relayé par les réseaux sociaux, pour dénoncer les violences contre les civils, les blessés et le personnel médical, et rappeler les principes de la mission médicale, puis l'impossibilité d'avoir accès aux zones de combat et de violence pour aider ceux qui en ont besoin. Non, nous n'acceptons toujours pas que les hôpitaux soient bombardés et deviennent des lieux de torture et d'assassinat. Nous n'acceptons toujours pas que des médecins soient assassinés parce qu'ils soignent des blessés. Nous n'acceptons pas de ne pouvoir porter secours à ceux qui en ont besoin. Un an plus tard, force est de constater que rien n'a changé et que la situation ne cesse de se dégrader. Les conditions de survie sont encore plus terribles et la capacité à intervenir pour aider les Syriens reste insuffisante. Alors que nous poursuivons nos actions comme nous le pouvons, alors que nous essayons de nous adapter au quotidien, nous ne pouvons aujourd'hui encore que renouveler notre appel à faire taire les armes pour renforcer l'assistance et atteindre ceux qui en ont besoin. Halte au feu. Décréter une trêve serait déjà un progrès. Alors, pourquoi renouveler jusqu'à l'absurde cette demande ? Eh bien, parce que refuser l'accès au secours est un autre crime de ce conflit que nous nous devons de dénoncer. Rester silencieux, ce serait devenir complice d'une tuerie. Et c'est sans oublier aussi l'obligation qu'a la communauté internationale de renforcer l'accueil et l'assistance aux réfugiés dans les pays limitrophes, certes, mais aussi plus largement en Europe. Faute de solution politique au conflit, au moins, assurons-nous que ceux qui le souhaitent puissent quitter leur pays pour se protéger des violences. Je m'arrête ici. Merci de votre écoute et je donne maintenant la parole à Madame Basma Kolmani. Merci.